Bon, on va bientôt commencer. Une nouvelle classe. Est-ce que ça marche cette fois-ci? Est-ce que vous arrivez à me voir? On va voir. Ah, ça, c'était autre chose. Bonjour tout le monde. Tout à l'heure, durant mon cours en allemand, j'ai tellement été pris par mon sujet que j'en ai oublié de boire du thé. Donc cette fois-ci, on va commencer par boire du thé parce que je commence vraiment à avoir très soif. Bon, je ne me vois pas encore ici. Est-ce que vous me voyez? Faites-moi signe si l'audio est bon. Vous m'entendez bien, j'espère. C'est quelques minutes. Bon, on va dire que ça viendra bientôt, ça. Alors, hmm. Chers amis francophones, amateurs de thé, bonjour. Bienvenue à une nouvelle leçon de thé avec moi, Stéphane Erler, fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Aujourd'hui, nous allons aborder la quatrième partie, la dernière partie de notre livre The White Road de Edmund de Waal, La Voie Blanche. Et dans cette quatrième et dernière partie, nous allons un petit peu voir le côté sombre du thé, le côté propagande, le côté vraiment pas très gentil du thé. Mais en fait, c'est pas le problème pas du thé, de la porcelaine. Et du thé aussi, en fait, par extension. Donc, j'ai très soif. Je vais, pour une fois, n'est pas coutume, commencer par boire un petit peu de thé. Dans le cours en allemand que je viens de finir, j'étais tellement pris par cette leçon que j'en ai carrément oublié de déguster mon thé, qui est encore là. C'est un Oriental Beauty de l'été 2020 de grade impérial. Donc avec de très très jolis bourgeons, bien grands, une très belle odeur. Je vais tout de suite le boire parce que j'ai vraiment soif et que j'ai oublié de le faire pendant le dernier cours. Donc je prends une théière en niching. Voilà. On va bien monter l'eau encore à ébullition. Une théière Juni en niching. Une théière Juni Dishing, hop. Ah, bonjour Benoît. Bonjour Pierre-Alain. Et comme à mon habitude, pour ce genre de thé, on va verser assez doucement. Il faut s'imaginer qu'on caresse les feuilles avec l'écoulement de l'eau bouillante. On veut toutes les caresser. C'est pour ça qu'on tourne doucement, sans les brusquer. Comme il est un petit peu torréfié, je ne verse pas d'eau bouillante par-dessus. Je pose délicatement le couvercle. Et comme ce sont des feuilles qui sont torsadées, elles ne sont pas roulées en boule comme les houlons de haute montagne, donc elles n'ont pas besoin de s'ouvrir. Je peux donc les infuser assez rapidement. Je n'ai pas besoin d'attendre très longtemps pour qu'elles s'ouvrent. Et immédiatement, je verse dans mes coupes en porcelaine. Donc,
Nous allons parler de la porcelaine dans, et ses rapports à la propagande. Et autrefois, la porcelaine, c'était l'apanage des empereurs chinois, puis des rois, des princes allemands, des rois des cours d'Europe, en fait. Et que se passe-t-il quand d'autres régimes prennent le pouvoir? Alors, on a un premier exemple avec la Russie. En 1919, la manufacture impériale de porcelaine de Saint-Pétersbourg est transformée en manufacture d'État de porcelaine. Donc, ce qui montre bien que les nouveaux maîtres communistes de Russie tiennent à continuer à perpétuer cet art de la porcelaine, mais cette fois-ci avec peut-être d'autres idées en tête. Des idées un petit peu plus révolutionnaires. Ça c'est bon. Ils sont rapidement intéressés par la porcelaine, par son côté euh, blanc. C'est comme une page blanche où on peut écrire plein de choses, où on peut mettre des symboles, la faucille et le marteau par exemple, ou bien des drapeaux rouges, ou bien des petits slogans de propagande comme ouvriers, unissez-vous, etc., etc. Donc très rapidement, pour la révolution russe, la porcelaine, elle est gardée, mais on en fait un instrument de propagande. Et on va également essayer de révolutionner le design. Il y a un créateur qui s'appelle Malevich. Il a créé des coupes en porcelaine qu'il a coupées à la moitié, avec forcément avec euh, de manière à ce que le thé ne s'écoule pas. Donc il y a également une paroi au milieu. Et si on a deux, on peut ça reprend la forme ronde, mais c'est deux demi-cercles en fait, deux tasses demi-cercles avec une anse. Donc il y a également une idée de révolutionner les conventions, de casser les symboles et de casser les traditions avec des formes très très différentes, très très nouvelles. Et donc pour garder cette idée de révolution, même dans la porcelaine. Comme d'habitude, j'essaie de vous trouver, mais je ne vous vois pas. Bon, en Chine en même temps, en 1919, donc on est 8 ans après la fin de l'Empire de Chine. Là-bas, la République de Chine, elle met un petit peu à mal cette vieille tradition de la porcelaine. Elle ne passe pas beaucoup de commandes. Les Européens aussi ont arrêté de passer des commandes à Jingdezhen, vu que maintenant chaque pays pratiquement a sa manufacture de porcelaine, voire plusieurs. Et très peu de commandes arrivent en Chine. Donc Jingdezhen est un endroit qui devient très très pauvre. Les derniers potiers ont des apprentis qui vivent dans des conditions déplorables. Et tout ça, ça forme un terreau très favorable à l'arrivée des communistes bientôt, dans quelques années, parce qu'ils vont imposer de meilleures conditions de travail pour les ouvriers de ces entreprises-là. Ensuite, en Allemagne, il y a la révolution du Bauhaus. Le Bauhaus, c'est un nouveau mouvement d'architecture qui, lui, va plutôt travailler avec le ciment, avec le fer, l'acier, et puis avec le verre. La porcelaine, là, elle est un petit peu négligée. Elle ne trouve pas tout à fait sa place dans le Bauhaus. Il va falloir attendre 1935 pour que se crée une nouvelle fabrique de porcelaine près de Munich. Et cette nouvelle manufacture va s'appeler Allach. Et il y a Himmler, l'un des hauts lieutenants d'Adolphe, qui va investir 45 000 Reichsmark dans cette nouvelle entreprise. Oh, bonjour Isabelle, bonjour Pierre-Alain, bonjour Valérie. Très bien, je lève mon verre à vous tous. Merci de me suivre aussi nombreux en ce dimanche matin. Donc, revenons
en porcelaine. Allard, elle maintenant manufacture près de Munich, elle va faire de la porcelaine un peu plus traditionnelle dans l'esprit allemand. Alors c'est symbolisé par une phrase qui dit Deutsch sein ist klar sein. Hein, pour être allemand, il faut être clair, avec le double sens de clair, hein, avoir de la clarté dans les idées, mais avoir de la volonté, mais également avoir la peau claire, hein, avoir des gènes purs, et donc cette obsession de la pureté et de la volonté. Et là, la porcelaine, elle tombe à point parce qu'elle offre tout un symbole. C'est le symbole de la peau blanche, donc de la pureté de la peau. Ça également un symbole qui nous ramène au statut grec. Hein, sur les Grecs, ils avaient cette vision, par exemple, tous les corps d'Apollon. Hein, les Allemands espèrent que tous leurs soldats seront des futurs Apollons. Donc il y a beaucoup de figurines créées par Allard de jeunes hommes, euh, parfois soldats, parfois des vieux soldats d'autrefois, des empires, ou bien en fait, la figurine qui se vend le mieux, c'est un jeune homme qui tient une épée. Et donc, ce jeune homme, il est torse nu, très beau, et vraiment, il représente le côté allemand martial. Et donc, il y a un peu une préparation à la guerre qu'on sent déjà dans ces figurines. Et Himmler, il va insister à ce que la plupart de ces figurines ne soient pas peintes, mais qu'elles restent blanches, justement. Hein, quand elles sont peintes, il y a une de ses correspondances, il dit, il tombe sur une figurine de Allard qui a été peinte, et il trouve, non, non, ces peintures-là ne conviennent pas du tout à cette figurine, laissez-les blanches. C'est beaucoup plus dans l'esprit de ce que nous cherchons à faire. Et non seulement ils créent des figurines martiales, beaucoup de figurines de guerre, ils vont également créer des assiettes commémoratives pour toutes sortes d'événements. Et tout ça, ça va servir d'instrument de propagande et de cadeau pour les gens du parti, pour les généraux, pour récompenser des gens qui ont fait l'acte d'adhérer au parti. Euh, il y a également c'est également des cadeaux pour la nouvelle fête de Jules. Hein. Au lieu de fêter Noël, les nazis maintenant fêtent la fête de Yule, donc la fête du soleil qui revient après le solstice d'hiver, qui est la fête païenne qui fut remplacée par Noël, mais les nazis veulent revenir à cette vieille fête païenne. Et donc ils créent des lanternes Yule et des bougeoirs de Yule en porcelaine dans cette firme de Allard. Allard s'inspire également de Meissen pour sa marque. Le symbole de Meissen, si vous vous rappelez bien, ce sont deux épées qui se croisent, hein, et on les retrouve toujours sous les tasses, sous les assiettes de chaque objet de Meissen. Pour Allard, Himmler, il a eu l'idée d'utiliser une double lettre comme symbole. Qu'est-ce qu'il a choisi? SS. Hein, donc, et là, ça va être un petit peu différent de la graphie nazie. C'est aussi un petit peu comme comment dire, comme des éclairs, mais ils sont un petit peu plus proches l'un des autres. Ils sont entrecroisés, ce qui donne également un effet miroir comme pour Meissen, pour les deux épées. Il y a également toute une recherche de perfection, une recherche de grande réussite technique dans la porcelaine d'Allard. Ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Ils arrivent notamment à faire un cheval avec l'empereur Frédéric
le Grand sur ce cheval. Et ce cheval, le cheval, c'est quelque chose de très difficile à faire en porcelaine. Les premiers à avoir réussi, c'était les Chinois dans la période Tang. Mais souvent, c'est juste le cheval, il n'y avait pas de cavalier. Et là, c'est avec le cavalier, donc c'est encore plus de poids. Et le cheval, il a de marcher. Donc on a Frédéric II sur son cheval. Et ça, c'est un objet tellement difficile à réaliser et donc tellement précieux que l'un de ces objets, un de ces chevaux a été offert à Hitler et est siégé dans son bureau, en fait, à la chancellerie. Il y a une autre raison pour cette fascination pour la porcelaine chez les nazis. Hop là, c'est revenu. Désolé pour cette interruption technique. Et un petit peu le Wi-Fi ne marche pas super bien actuellement. Merci d'être encore là. Donc, ce que ça veut dire, cette phrase, c'est qu'aucun peuple ne dure plus longtemps que les réalisations de sa culture. Hein, par exemple, on pourrait dire qu'une fois qu'il n'y a plus de Tour Eiffel, hein, les Parisiens, la culture parisienne, elle n'existera plus. Hein. Bon, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, c'est d'arriver à créer des objets de culture qui soient éternels, hein, comme la porcelaine, c'est vraiment un matériau qui dure très très longtemps, en espérant que la culture, pour eux, ils espèrent que la culture du Troisième Reich durerait aussi longtemps. Heureusement que pour nous, ça ne fut pas le cas. Je regrette d'ailleurs de ne pas pouvoir vous montrer plus, bien de pouvoir vous montrer aucune figurine créée par Allard. Ce n'est tout à fait pas dans mon pouvoir parce que je n'en collectionne pas. Aucun, je n'ai collectionné rien qui vienne des communistes de Chine, ni de Russie, ni de Mao. Donc là, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est ce petit lion qui vient d'Amérique, de Penn State, parce que Allard faisait aussi beaucoup d'animaux. Hein, les Allemands trouvaient ça très très mignon. Il y avait des Bambi. Hein, il y a ce côté Heimat, ce côté culture, ce côté lien à la nature. Hein, les Allemands, c'est aussi les premiers à avoir aimé batifoler nus dans les prés, dans les forêts. Il y a sur les plages du sud de la France beaucoup d'Allemands, sur les plages nudistes. Je m'entends. Donc il y a ce lien avec la nature. Donc il y a beaucoup de figurines animalières produites par Allard également, même déjà durant la période nazie. Et ça a d'ailleurs continué après la Seconde Guerre mondiale. Certaines formes ont été gardées de cette entreprise, alors que toutes les formes nazies et les sigles nazis étaient enlevés. Par contre, les animaux, ça a continué même après. Alors, je vous ai dit que cette entreprise a été créée près de Munich. En fait, elle a été créée dans un endroit très particulier qui s'appelle Dachau, qui est connu pour être un camp de concentration. Et d'ailleurs, en 1940, durant la Seconde Guerre mondiale, la fabrique, elle a déménagé de Dachau carrément dans le camp de concentration. Pourquoi? Parce que, avec la guerre, la plupart des ouvriers allemands étaient appelés sur le front. Donc, la firme manquait de bras, manquait de décorateurs, manquait de personnes pour préparer la porcelaine, pour la former, pour la mettre dans les fours, etc. Et donc, c'était l'occasion pour Himmler d'avoir non seulement plus d'ouvriers dans le camp de concentration, de trouver beaucoup de gens bien qualifiés, et également des gens pas chers, donc, puisqu'ils pratiquement ne les payaient pratiquement pas, en fait. L'un d'entre eux, c'était Hans Landauer, un socialiste qui avait été arrêté pour ses convictions et envoyé au camp le 6 juin 1941. Et en fait, pour ces prisonniers qui ont travaillé pour Allard, c'était en fait une bonne chose, parce que les conditions de travail étaient bien meilleures dans cette fabrique de porcelaine que dans le reste du camp. Hein, et
il y avait vraiment, comme Himmler était derrière cette entreprise, et que c'était vraiment très important pour lui de pouvoir continuer à faire ses cadeaux et de pouvoir faire du business. Pratiquement la moitié des choses étaient vendues, l'autre moitié servait de cadeau pour le parti. Donc c'était vraiment une des priorités. Et même s'il n'y avait plus de bois pour le crématoire, bon, faut dire que Dachau n'était pas un camp d'extermination, c'était juste un camp de concentration. Mais il mourait beaucoup de prisonniers durant la guerre. Il y avait donc un crématoire, mais même quand il n'y eut plus assez de bois pour le crématoire, il y en avait encore assez pour le four, pour faire de la porcelaine dans le camp de concentration pour Allach. Euh, les, euh, Heureusement, la guerre prit fin et très rapidement, euh, euh, donc on arrêta cette production nazie, on ne garda que les animaux, dans une ferme qui s'appelle Oskar Schaller et compagnie. En Allemagne de l'Est, par contre, hein, les communistes, eux, ils ont continué à faire de la propagande avec la porcelaine de Meissen. Et un des tout premiers films qui a été réalisé par le Parti communiste en Allemagne de l'Est, c'était justement pour montrer la porcelaine de Meissen et espérer ainsi insuffler du renouveau dans la vie économique est-allemande maintenant qu'elle était devenue communiste. Ils ont même travaillé avec la Chine. En 1955, les dirigeants est-allemands ont envoyé des ouvriers en Chine, à Jingdezhen, hein, à partir de Meissen, afin d'aider les Chinois à reprendre leur production de porcelaine. Hein, c'est vraiment le monde à l'envers quand ce sont les Européens qui aident les Chinois à faire de la porcelaine. Et, hmm. Et aussi, on va, à l'occasion du 70e anniversaire de Staline sur la place Rouge, il a invité tous les grands dirigeants communistes de son époque. Il y avait également Mao et la manufacture de porcelaine russe. Elle a réalisé à cette occasion une statue de Mao et de Staline ensemble. Hein, toujours des fins de propagande. Euh, Continuons maintenant avec Mao. Lui, en fait, ce n'est qu'en 1966, quand il lance sa révolution culturelle à l'été, qu'il va demander à ce qu'on réalise des espèces de pins, des badges avec, son visage dessus. Jusque-là, aucun ouvrier de Jingdezhen n'avait osé le mettre sur un badge parce que si on le rate, ou bien s'il le prenait mal, on risquait vraiment sa vie. Et maintenant que c'était un ordre, ils avaient le devoir de le faire. Beaucoup avaient vraiment très très peur de faire son visage et de lui déplaire. Et une fois qu'il en approuva un, c'était celui que tout le monde allait faire et refaire et refaire. Personne n'avait envie de prendre de risques et de faire quelque chose de différent. C'est pour ça que c'est toujours le même portrait, parce que celui-là, au moins, on sait que il est d'accord avec celui-là. Comme ça, si on fait ce genre de portrait, euh, il ne va pas vous tuer. Euh, et donc, ces badges, on en trouve encore jusqu'à maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, les, les vendeurs et puis ceux qui les font, ils disent la meilleure année pour les badges de Mao, en fait, c'était pas durant les années Mao, c'était en 1993. Voilà, ce qui montre que Mao, c'est devenu un objet de mode, hein, et il reste même à la mode encore il y a quelques années. Puis même maintenant, on continue à trouver des objets kitsch avec du Mao dessus. Mais tout ça, c'est pour montrer que, je crois, pour Edmund de Waal, la porcelaine, c'est un petit peu comme l'argent, hein. L'argent n'a pas d'odeur, hein. C'est pas, ce qui compte, ce n'est pas l'argent lui-même, c'est ce qu'on en fait. Est-ce qu'on l'utilise pour faire du bien ou pour faire le mal, hein. Les dictateurs, hein, Vlad disait la semaine dernière, même les dictateurs peuvent avoir du bon goût et aimer la porcelaine. Euh,
effectivement, ou bien ils ont du bon goût, ou bien ils veulent s'en servir pour propagande, pour influencer les gens, pour montrer que ils ont de la puissance, ou bien que c'est un symbole de leur pureté, de leur connexion avec la Grèce antique, etc., etc. Ou bien le fait qu'on voit cette image partout, ça crée je sais pas, une obsession. Et là, Mao n'arrive pas à sortir de votre vie, de votre champ de vision, vous le voyez partout. Il est là toujours à vous observer. Donc il y a ce côté Big Brother avec ce genre de badge. Et donc c'est le côté un petit peu obscur de la porcelaine. Et il dit, il n'y a pas que ça qui est obscur dans la porcelaine, hein. La porcelaine, pour lui, c'est son matériau de vie. C'est ce qui lui donne toujours l'envie de créer de nouvelles choses, un petit peu comme une page blanche. C'est le début d'une nouvelle histoire pour un écrivain. La porcelaine brute, blanche, c'est toujours un nouveau début, des possibilités infinies de création pour un céramiste. Et il y a un côté obscur, c'est que cette porcelaine dans l'atelier, ça va créer de la poussière qui, inhalée, peut être néfaste pour vos poumons. Il y a également les rejets de la fumée des fourneaux qui créent cette porcelaine qui vont être néfastes pour la qualité de l'air. Il y a également tous les coûts engendrés par les transports. La porcelaine, c'est lourd, hein. La transporter d'un pays à un autre va coûter très cher et beaucoup de place, très cher en pollution, en CO2 maintenant. Euh, et, et donc tous ces coûts qui s'ajoutent doivent être inférieurs à la beauté et au plaisir créé par la porcelaine. Ça, c'est un petit peu aussi ce qu'on doit avoir en tête. Il y a forcément toujours un côté négatif, mais il faut que le positif soit plus grand que le négatif pour que ça vaille le coup qu'on le fasse. On pourrait appliquer cela à pratiquement toutes les activités humaines, hein. Le fait d'exister, de respirer, on crée toujours de la pollution. Alors l'important pour chacune de nos activités, c'est de créer plus de positif que de négatif, hein. Même pareil pour le thé. Le thé, ça nous apporte plein de bonheur, d'énergie et de satisfaction, mais ça a également un coût. C'est les travailleurs qui travaillent très très durement pour cueillir les feuilles, pour les transformer, même la nuit, hein. C'est un boulot de 24 heures sur 24 de fabriquer du thé. Et ensuite tous les coûts associés au transport. Euh, ça a également un coût, mais on espère que la qualité du produit viendra compenser bien plus encore que cela euh, tous ces coûts et tout ce côté négatif qui existe, qu'on ne veut pas non plus cacher. Il faut être honnête, hein. Donc ça, c'est aussi un exercice d'honnêteté qu'a fait Edmund de Waal en parlant également des choses moins réjouissantes, du côté plus obscur de la porcelaine. Et c'est un petit peu ironique parce que la porcelaine est blanche, donc pourquoi parler du côté obscur? Voilà, voilà. Ben, moi, j'ai bien envie de me boire encore une autre petite infusion. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. On va peut-être un petit peu ralentir les vidéos vu que maintenant le Covid approche de la fin en Europe. À Taïwan, par contre, ça vient juste de